Hajime Isayama, ou Isayama Sensei pour les plus puristes d'entre nous, est le créateur du manga Shingeki no Kyojin, ou encore L'Attaque des Titans en français. Ça, je ne l'apprends à personne. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui est vraiment Hajime Isayama à travers son œuvre. Ainsi, nous allons découvrir ce qu'il se cache dans sa tête. Commençons avec un peu de banalité. Il est né le 28 août 1986 dans la petite ville d'Oyama, dans la préfecture d'Oita, au Japon. Il vit dans un petit village nommé Ita et il ira au lycée Ita Rinko Senior High School. C'est à partir de ce moment-là qu'il décidera de faire des mangas. Bon, il faut qu'on se le dise, son gros défaut, c'est les dessins. Pour ce qui est des inspirations, il s'inspire de son propre petit village perdu dans la campagne japonaise, entouré de montagnes, et il se demandera, petit, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir derrière ? Bon, maintenant que le jeune Isayama a obtenu son baccalauréat, enfin si je puis dire, il décide de faire le manga son métier, et il part s'installer dans la ville de Fukuoka, pas très loin de sa campagne. Il étudiera dans une école spécialisée dans le manga. Il va charbonner très très fort et commence à avoir des idées par-ci par-là, notamment grâce à ses influences du moment. Les kaijus, les séries de mecha, et aussi les jeux vidéo, comme par exemple Monster Hunter. Je dois également vous parler du manga qui lui a donné envie de créer des mangas étant plus jeune, et qui est Project Arms. On suit l'histoire d'un personnage principal avec un background plutôt sombre et tragique, avec des images plutôt grotesques et plein de rebondissements, qui tient le lecteur en haleine. Ça nous rappelle évidemment Shingeki no Kyojin, et en effet il est logique de penser que Project Arms a été une source d'inspiration majeure pour Isayama Sensei, car l'histoire partage de nombreuses similarités, et il partage également un dénouement tout du moins incroyable. Et dans une interview espagnole, Isayama nous fait part de son profond intérêt pour le jeu vidéo Muv-Luv Alternative, et il nous confirme comme étant une de ses principales sources d'inspiration. En effet, les ressemblances entre Muv-Luv Alternative et l'Attaque des Titans sont relativement flagrantes. Les humains dans les deux œuvres font face à un danger mortel sous la forme d'envahisseurs. Le monde dans l'Attaque des Titans est hanté par les titans, tandis que l'humanité dans Muv-Luv Alternative doit combattre des extraterrestres, aussi appelés bêta. Les forces humaines dans les deux œuvres sont également basées sur l'armée. Les grades, les ordres et les écoles apprennent aux enfants à devenir les défenseurs de l'humanité. Les idées de paix, de survie et de liberté sont omniprésentes. Mais l'idée des titans elle-même est venue au mangaka après un événement traumatisant. Alors qu'il travaillait au cybercafé en tant que serveur pour payer ses études, il s'est fait agresser physiquement par un homme complètement ivre. Tellement ivre qu'il ne pouvait pas discuter avec lui. Marqué par cette attaque, l'auteur réalise que l'homme est le pire ennemi de l'homme lorsqu'il est réduit à ses pires instincts. C'est comme cela que l'idée de SNK est venue dans son esprit. On retrouve cette dualité tout au long de l'œuvre. Avant de publier SNK, on doit notifier également que Isayama Sensei a publié deux one-shots, Horse et Earthbreak One, tous deux publiés dans le condensat. Il débute la sérialisation de SNK en octobre 2009 dans le Besatsu Shonen Magazine. Cette série remporte en 2011 le 35e prix du meilleur shonen condensat. Bon, maintenant que l'intro de SNK a été toute faite, parlons de SNK justement. Avant de sortir SNK en tant que série, il a publié deux one-shots. Et avant ces deux one-shots, il a publié un one-shot au nom de Attaque des Titans, enfin Shingeki no Kyojin. Alors, il n'y avait pas toute l'histoire, mais il y avait à peu près tout. L'ambiance, les murs, l'oppression, la peur. Il y avait presque tout, sauf bien sûr le déroulement de l'histoire. On doit notifier également que Isayama est allé voir la Shueisha pour publier son œuvre. Sauf que celle-ci l'a refusé, à moins de changer quelques éléments dans son œuvre, ce qu'il a refusé, et il est donc allé voir la condensat. Maintenant, parlons de pourquoi SNK est aussi populaire. Alors, je l'apprends à personne et c'est plutôt évident que l'univers de SNK est inspiré de la Seconde Guerre mondiale et plus encore après la saison 3 de l'anime. On peut faire énormément de rapprochements. Les Eldiens dans un camp de concentration, ils portent tous un brassard. Et il y a la déportation. Les Eldiens sont évidemment comparés aux Juifs. Enfin, il y a un rapprochement qui est beaucoup moins évident et qui fait référence à un plan très précis de la Seconde Guerre mondiale qui est le plan Madagascar. Le plan Madagascar consistait à déporter tous les juifs là-bas pour les stocker. Mais le plan n'a jamais été exécuté par l'Allemagne nazie, il a plutôt été choisi le plan d'extermination. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, le monde de SNK est juste notre monde à l'inverse. C'est-à-dire que vous prenez notre carte et vous l'inversez et vous avez la carte de SNK. Avec tout cela, nous voyons donc que Isayama Sensei s'inspire des faits réels pour enrichir son histoire. Isayama Sensei ne fait pas appel qu'à l'histoire pour enrichir son œuvre, il fait également appel à la mythologie
et plus particulièrement à la mythologie nordique. Et cela explique énormément de choses. Les titans sont inspirés des géants en nordique Jotun, qui vivent dans le Jotunheim et qui entourent la terre des humains, ou plutôt l'enclos du milieu. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Il y a également le fait que tous les descendants de Ymir sont des Jotun, et celle-ci, dans la mythologie, est la première créature mortelle. Ymir, toujours dans la mythologie nordique, provient d'une eau glacée sous Yggdrasil, aussi appelé l'arbre-monde, sur lequel reposent les 9 mondes, comme par exemple les 9 titans primordiaux. Et cette source d'eau est gardée par un serpent, s'appelant Nidhogg. On peut faire le rapprochement avec la scène dans l'anime où Ymir tombe dans l'eau et fusionne avec un être ressemblant à un serpent. Si vous voulez des explications plus profondes et des parallèles sur la mythologie nordique, allez voir la très bonne vidéo de Datman, que je mettrai en fin de vidéo et dans la description. Bon, maintenant parlons de ce qui renforce le manga. Et premièrement, nous avons les attentes liées à l'univers d'Isayama. Ils avaient tout pour rater, mais Isayama s'en sort avec brio à chaque fois, comme avec la cave, qui est un élément clé du début jusqu'à la fin et la résolution de cet événement. Isayama Sensei utilise 2 procédés pour répondre aux attentes des lecteurs vis-à-vis de SNK. Premièrement, nous avons l'art du foreshadowing utilisé avec brio par Isayama Sensei, qui est un maître en la matière. Alors pour les incultes, le foreshadowing est une méthode bien connue des fans de manga et des auteurs. Celui-ci consiste à tout simplement laisser des indices ou carrément des informations sur la suite de l'histoire, voire même la fin de l'histoire, dans le déroulement de l'histoire, à la vue du lecteur ou bien du spectateur. Ces indices prendront beaucoup de sens plus tard dans l'intrigue. Je vais vous prendre un exemple qui va vous mindfuck un peu le cerveau si vous ne la connaissez pas. C'est l'image de transition dans l'animé, mais également l'image sur toutes les jaquettes de chaque tome. C'est l'image qui résume l'entièreté du monde, Mar et Paradis. Si vous faites attention aux détails. Mais maintenant, on va prendre un exemple bien plus parlant et vous allez comprendre pourquoi le foreshadowing est si important dans les SNK. Nous allons parler de la fameuse boîte de conserve de hareng dans la forteresse. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un foreshadowing bien connu, et d'ailleurs Datman l'a traité dans une de ses vidéos, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera en description. Ymir donc trouve une boîte de conserve de hareng, mais Reinhardt est juste derrière, et lui dit qu'il ne comprend pas les écritures, comment elle peut connaître que c'est du hareng. Celui-ci pose des questions bien compliquées à Ymir, et celle-ci n'y répond pas. Mais au même moment, Isayama Sensei nous fait vite passer à autre chose quand il y a des titans qui attaquent la forteresse en même moment. Ymir, juste après, se transforme en titan et c'est assez clair, elle ne vient pas d'ici et elle peut comprendre la boîte. Cependant, quand Reinhardt décide de relever qu'il est bien le titan cuirassé, on a une deuxième lecture de la scène. Il lit une première fois normalement la boîte, et se rattrape juste après, comme pour se rattraper et pour pas divulguer qu'il comprend cette boîte. Et si nous faisons très bien notre travail d'enquêteur, on peut déterminer que le hareng nage seulement dans les eaux salées. Or, ils ne connaissaient pas l'existence de la mer et ne doivent pas connaître non plus l'existence du hareng. Au passage, la caisse est là à cause de Sieg, qui a choisi cette forteresse comme base secrète lors de l'expédition dans les murs. Alors pourquoi Isayama Sensei utilise le foreshadowing? Il utilise ce procédé pour d'une part nous induire en erreur sur les théories qu'on peut se faire au fur et à mesure de l'histoire, mais aussi il nous laisse le soin de se renseigner et étudier son œuvre. Il nous fait avoir plusieurs lectures pour une même scène et cela est assez puissant. Le lecteur devient un peu un enquêteur qui fait son travail d'analyse. Maintenant, nous allons parler de l'influence des personnages sur la série. N'avez-vous pas remarqué que les personnages dans la série, de près ou de loin à RN, sont entourés de mystères, qui font que la résolution de ces mystères sont impactantes. Nous sommes affectés par la trahison des personnages, par exemple Reiner qui est le titan cuirassé, mais aussi par les révélations qui sont autour et qui soulèvent encore plus de questions. Les informations qu'on reçoit de l'univers de SNK sont toujours ou presque liées à des moments tragiques des personnages. Par exemple avec la découverte de la cave dont on a parlé précédemment, où nous, spectateurs, nous le vivons à travers le vécu de Grisha. Tragique, triste, mais on reçoit les informations sur le monde extérieur. Et on réalise que celui-ci n'est pas tout blanc ou tout noir et que les titans ne sont pas vraiment le mal incarné et que les humains non plus. L'histoire, après cette révélation, devient plus mature, aborde des thèmes plus durs comme le racisme, la guerre, la propagande, la déportation, ainsi de suite, et on peut faire un parallèle avec notre monde actuel. Enfin, Isayama Sensei utilise le principe du mystère. Plus on avance dans l'histoire, plus nous avons des réponses qui amènent d'autres questions, et ainsi de suite. Il nous faut reconnaître que Isayama ne se contente pas que de cela. Il faut dire que non seulement il crée des mystères, mais il les entremêle. Il nous donne l'impression à chaque fois qu'on approche de la vérité, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne sait pas tout. Il relance sans cesse les intrigues, et cela avec brio. Il résoudra des mystères parfois qui ne sont pas prévus ou on ne s'y attend pas. La révélation des titans cuirassés est colossale, qui premièrement n'est venue de nulle part, motivé par Reinhardt parce qu'il en avait marre. Et deuxièmement, ça nous coupe la réflexion sur le pourquoi il y a des titans dans l'enceinte du mur alors que celui-ci est toujours intact. Pourquoi il y a un titan qui parle?
ainsi de suite. Avec ces procédés, nous sommes captivés par l'histoire. Isayama Sensei nous met au cœur de l'univers, ainsi nous avons besoin de réponses. Et c'est comme ça qu'il nous fait suivre son histoire au fil du temps. Ainsi, pour finir cette partie de la vidéo, je vais vous raconter quelques anecdotes liées à SNK. Déjà, les murs sont en référence à la ville allemande du doux nom de Nördlingen. Il y a également la citation d'Isayama que je vais vous lire par rapport au monde de SNK. Ainsi, lorsque j'ai conçu la conception de la vision du monde, par exemple la carte du monde, j'en ai quelque sorte remplacé la carte du monde réel par quelque chose de similaire, mais différent. Les gens seraient capables de comprendre le contexte sans tout expliquer. Par exemple, les Eldiens et les Mars, ils sont vraiment similaires à ce que les Germains et les Romains ont vécu il y a 2000 ans. C'est un peu les règles non dites que je garde dans mes histoires. Maintenant, pour finir cette vidéo, nous allons parler de la fin de Shingeki no Kyojin. Tout d'abord, nous allons parler de comment Isayama l'a ressenti. Il a dit qu'il était très triste que la fin de SNK n'ait pas plu à tout le monde et qu'il serait peut-être tenté de faire de nouvelles pages pour peaufiner son histoire au maximum. Maintenant, quant à moi, je vais vous parler de la vraie fin de Shingeki no Kyojin. Enfin, tout du moins, la théorie des 3 fins. La première fin du manga consiste à dire que Eren meurt paisiblement dans les bras de Mikasa, dans leur maison, en campagne. Dans le début du manga, Eren se réveille paisiblement contre l'arbre, et je précise bien paisiblement et contre l'arbre, et il fait notifier à Mikasa que ses cheveux ont poussé. Maintenant, la deuxième fin possible est la fin du manga réel, donc la fin dite Armin. Cette fin commence au moment où Mikasa coupe la tête d'Eren pour stopper le grand terrassement. Et au début de l'anime, Eren se réveille en sanglots, allongé contre le sol. Il est peu probable que ça soit un fruit du hasard puisque ça porte confusion à la lecture de l'œuvre. Mais cela reste quand même possible. Ne soyons pas trop hâtifs. Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que Eren est préoccupé par son rêve et semble terrifié par celui-ci. Il ne fait même pas référence aux cheveux de Mikasa. Et pour finir, on peut relever le fait que la tête d'Eren soit au même endroit où celui-ci est enterré. Donc ce qui nous amène à une potentielle possible fin. Reste maintenant à savoir quelle fin l'anime va avoir. À mon avis, l'élément déclencheur est la page où Eren demande à Mikasa ce qu'il représente pour elle. Et selon la réponse de Mikasa, c'est soit la fin de Armin, soit la fin de Mikasa. Pour nous, il faut donc attendre la fin de l'anime pour savoir quelle fin va-t-elle choisir. Avec tout cela, on voit bien qu'Isayama Sensei est très impliqué, et que pour lui, SNK n'est pas son simple boulot, ou alors une vulgaire passion. Ça compte énormément pour lui. Il veut nous faire plonger dans nos retranchements, et il nous fait réfléchir à chaque instant de l'histoire, pour qu'on puisse sombrer, si je puis dire, petit à petit, dans sa tête.